Bien, je suis particulièrement heureux de participer à cette seconde séance, après avoir travaillé et planché sur le thème « Lever les freins à l'engagement dans la vie politique locale ». Et bien là, nous abordons donc ce second aspect de notre sujet, rétablir un exercice serein du mandat local. Alors, je crois que évidemment, là aussi, on souhaite répondre à une ambition, à une noble ambition. Et je crois effectivement que à la fin de ce mandat municipal, je pense au mandat municipal, parce qu'il structure réellement la vie locale, nous pouvons dire que nous sommes sans doute à un moment très particulier de notre vie démocratique, et que l'on a sans doute atteint, de manière assez indiscutable, un niveau de difficulté et de complexité, finalement, qu'on peut apparaître record. Je pourrais qualifier de record. Et ce degré de complexification de l'action publique, doublé de cette inflation normative qui semble impossible à contrarier, suppose toujours plus de temps pour les élus, plus de compétences, avec une professionnalisation, ce qui est assez paradoxal, une forme de professionnalisation et donc beaucoup de formation, et puis même des collaborateurs supplémentaires, de l'ingénierie, toujours plus. Et donc tout cela génère évidemment des coûts. Et je formule cette observation au moment où nous sommes dans la contrainte, au moment où il nous faut rationaliser et comprimer nos dépenses de fonctionnement. Alors, ce sentiment de contrainte et d'entrave que ressentent énormément d'élus, et ça, je crois que ça a été d'ailleurs très bien formulé, je tiens à le redire, dans le rapport que nous revisitons quelque part aujourd'hui. Le rapport que je rappelle, c'est sur le statut de l'élu local. Je pense qu'à ce moment-là, il nous faut dire qu'il garde toute sa pertinence et que c'est un excellent point d'appui pour le travail que nous devons faire dans la perspective de cette fin de mandat. Donc on espère, sur le plan législatif, arriver à faire émerger, aboutir une réforme, mais nous sommes conscients qu'on s'inscrit dans un temps plus long. Et c'est ce que je voudrais aborder, notamment à partir de la question 6, où nous considérons, au groupe démocrate, que cette réforme que nous avons soutenue constitue sans doute une première réponse au constat préoccupant de la hausse significative, là je parle des violences contre les représentants de l'autorité élue, en particulier les maires ruraux qui par leur très grande proximité de leurs concitoyens, et que leurs concitoyens sont, entre guillemets, à portée de baffe ou d'insultes. Cette réforme suivait 3 orientations. J'aimerais bien pouvoir les rappeler. Renforcer la protection des élus de la République et de leurs proches et les conditions de leur prise en charge. Ouvrir aux associations d'élus et aux assemblées territoriales la possibilité de se constituer partie civile. Redéfinir certaines infractions en y intégrant les actes de cyberharcèlement. Et il semble opportun, sans doute, de pouvoir évaluer, comme ça a été déjà dit par mes collègues, la portée de l'application de la loi avant d'envisager l'étude de mesures nouvelles, et ce d'autant plus qu'aucun des 2 décrets prévus pour son application, je crois sur l'assurance des risques liés au mandat et sur les modalités de protection des candidats, n'a été publié, à ma connaissance. Il est permis d'espérer que les moyens supplémentaires accordés par ailleurs au ministère de la Justice permettront d'abréger sensiblement, comme pour les autres contentieux pénaux, les délais de jugement des affaires de violence contre les élus. La loi confère au maire la qualité d'officier de police judiciaire, sous l'autorité du procureur de la République. Cette qualité de l'agent de l'État, c'est important de le rappeler, l'expose plus que tout autre élu. Ce qui explique que dans la grande majorité des cas, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2023, les victimes de violences sont des maires ou des élus titulaires d'une délégation. La demande d'extension de la protection fonctionnelle à tous les élus locaux, au motif qu'ils sont de plus en plus exposés à des violences, menaces et outrages dans l'exercice de leur mandat, nous apparaît constituer une revendication
oui, fréquemment évoquée. Elle a d'ailleurs conduit le législateur à se positionner récemment, et c'était la loi du 21 mars 2024, renforçant la sécurité et la protection des maires. Et si celle-ci n'a pas pu encore produire toutes ses conséquences, en effet, il convient en outre de souligner qu'elle comporte précisément une demande de rapport au gouvernement sur ce sujet. Je crois que c'était l'article 18. Alors, compte tenu de ces éléments, il nous semble opportun, absolument, d'obtenir une évaluation précise de la portée de l'application de la loi avant d'envisager l'étude de mesures nouvelles. Sur la question 7, alors là, évidemment, le Sénat a enrichi la documentation avec son rapport d'information flash. Et c'est sûr que nous sommes favorables à une meilleure définition de la notion de conflit d'intérêts et sa compréhension par les acteurs eux-mêmes. Comme d'ailleurs la question 7 le suggère elle-même, le risque juridictionnel évoqué n'est sans doute pas homogène, relevant parfois du droit pénal, parfois du droit administratif. Il provient d'ailleurs autant, sinon plus, de l'interprétation jurisprudentielle des textes législatifs que de ces textes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un allègement, entre guillemets, tel qu'envisagé, peut être dans certains cas objectivement difficile à obtenir. Par ailleurs, il nous semble que toute démarche qui donnerait l'impression de vouloir accorder aux élus une forme d'impunité ou de régime spécial risquerait de susciter de fortes incompréhensions. Les allègements suggérés ne pourraient donc être proposés qu'au cas par cas, dans des hypothèses où la rédaction actuelle des textes aboutirait à des conséquences manifestement excessives au regard de la responsabilité des élus. Et c'est ainsi qu'une attention particulière pourrait être apportée à l'harmonisation des dispositions pénales régissant le conflit d'intérêts. L'article L. 1111-6 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 21 février 2022, dispose que les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés du seul fait de cette désignation en situation de conflit d'intérêts. Il conviendrait, à notre avis, de vérifier que cette formulation couvre bien toutes les situations dans lesquelles la présence d'un élu dans un organe de décision relève d'une obligation juridique extérieure à sa volonté. Il conviendrait également de préciser les règles corrélatives correspondant à la publicité et aux modalités pratiques d'exécution du déport des élus en risque de conflit d'intérêts et de favoriser la formation des élus à ce propos. Je crois qu'il y a un vrai enjeu et il nous faut d'ailleurs, en parallèle, je crois, conforter la capacité d'accompagnement des élus locaux par les services de l'État. Je pense ici à cette collaboration assez naturelle qui existe bien souvent entre services préfectoraux et élus locaux. Sur la question 8, par rapport aux obligations déontologiques, je reviens au Code général des collectivités territoriales, son article 1111-1. Il comporte en annexe une charte de l'élu local donnant ainsi une obligation déontologique que celle-ci contient la sanction symbolique de la loi. Alors cette charte constitue toujours un cadre adéquat pour la définition des obligations déontologiques qui sont imposées aux élus. C'est donc moins sur la nouvelle formulation de principes déontologiques généraux que sur leur mise en pratique qu'il conviendrait de porter l'attention. La mise en place depuis 2023 des référents déontologues des élus dans les départements a été conçue pour faciliter la mise en œuvre des obligations déontologiques. Il pourrait être donc utile d'en évaluer l'action en se souvenant que leur intervention est facultative. On pourrait également encourager, dans le respect de l'autonomie des collectivités, le développement de la définition de cadres déontologiques propres à celle-ci. Je pense au code de bonne conduite, charte locale de déontologie, etc. Bref, nous avons un vaste champ à explorer. Sur la question de la formation, il ne serait, selon nous, guère utile de proposer un socle commun de formation s'il apparaissait que ce socle ne correspond pas à un besoin effectivement ressenti et exprimé par les élus. Et la pratique montre que les élus expriment un tel besoin, surtout en début de mandat. Le socle commun de formation, entre guillemets, pourrait utilement prendre appui sur leurs attentes, étant observé que l'institution d'une obligation formelle risquerait de se révéler largement ineffective. Conditions juridiques et matérielles d'exercice du mandat, droits, obligations et compétences essentielles des élus pourraient constituer la base de cette formation. Bien entendu, il nous semble souhaitable d'offrir aux élus qui le souhaiteraient
des possibilités ultérieures de formation sur les sujets de leur choix en relation avec leurs responsabilités électives. Voilà ce que je pouvais formuler sur la formation, en disant tout de même que s'il y a une expression globale, générale, d'un besoin important de formation, dans la pratique, ça ne semble pas, ceci dit, être généralisé à tous les élus. Il y a des exceptions et malheureusement, peut-être une certaine réticence. Alors, comment adapter plus ou davantage l'offre aux conditions propres d'exercice du mandat en fonction de la taille, des caractéristiques des collectivités? Ça, c'est une vraie question pour nous, notamment, sans doute, en proposant peut-être une formation répondant à des attentes spécifiques aux besoins des élus. Et je pense notamment à nos élus de ruralité. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Non, non, très bien, merci. Monsieur Mandon. Pardon, merci. Permettez juste de rebondir sur deux remarques. La première, c'est par rapport à la formation sur les 6 premiers mois. Il me semble que cette définition du socle pourtant est importante parce que ensuite former pour qu'ensuite se déroule au mieux le mandat. Et donc c'est bien j'allais dire qu'on soit en condition pour exercer. Voilà. On est d'accord. Ensuite, mais c'était une précision que je pense qu'il était important peut-être de rappeler parce que j'avais peut-être pas tout compris dans votre remarque, chers collègues. Donc on est d'accord. Moi j'ai un point, je suis favorable et j'ai déposé une proposition de loi avec une disposition sur la médiation territoriale et dire que on a sans doute à institutionnaliser quelque chose, je pense à l'échelle peut-être de l'arrondissement, et permettre au préfet de s'appuyer sur une compétence, un homme peut-être ou une femme d'expérience et qui a eu le recul de la vie d'assemblée. Parce que ce n'est pas un fonctionnaire d'État, peut-être un magistrat, n'a pas ce recul de cette vie d'assemblée. Qu'est-ce que la vie d'assemblée? Et d'ailleurs, nous sommes à un moment de notre vie démocratique au niveau national où on voit toute l'importance que cela peut prendre. Et je pense qu'il faut qu'on se dote de règles. Et c'est une manière d'investir et de renforcer la démocratie locale. Alors, voilà, j'ai déposé un texte en ce sens et j'espère qu'on ouvrira le débat sur ce point.